Bonjour à tous, je suis Clémentine Guillien, je suis doctorante à l'ABEX Astec, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la MOP. Mes recherches de doctorat portent sur les abbayes cisterciennes de l'affiliation de Clairvaux dans le diocèse de Besançon. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une communication sur le sort de ces abbayes au XIXe siècle, communication intitulée « Pour sauvegarder et pour reconstruire, naissance d'un intérêt pour le patrimoine médiéval au XIXe siècle » dans les abbayes cisterciennes de l'affiliation de Clairvaux en Franche-Comté. Le diocèse de Besançon connaît durant les années 1130 la fondation de 4 abbayes cisterciennes dépendant de l'affiliation de Clairvaux. On parle de filiation pour l'ordre cistercien car une abbaye qu'on appelle alors abbaye mère prend en charge la fondation d'un nouvel établissement que l'on appelle alors abbaye. Dans notre cas, comme vous pouvez le voir sur l'arbre généalogique, l'abbaye de Clairvaux est responsable de la fondation de l'abbaye de Cherlieu et de l'abbaye de Balerne, elle-même à leur tour responsable de la fondation de l'abbaye d'Assé et de l'abbaye de Buyon. Les abbayes d'Assé et de Buyon sont donc qualifiées d'abbayes petites-filles de l'abbaye de Clairvaux, si on poursuit ce lien de filiation. Ces 4 abbayes traversent les siècles, entre le moment de leur fondation jusqu'à la Révolution, et sont finalement vendues comme biens nationaux à la Révolution. Elles sont les 4 destinées à servir de carrière de pierre et comme nous allons le voir, en réalité, leur sort diffère un peu selon l'abbaye. L'abbaye de Balerne, tout d'abord, avait déjà subi avant la Révolution d'importantes dégradations. Elle est vendue en mai 1791 et rapidement démolie. Le cadastre de 1823 atteste déjà de sa disparition presque totale et de la transformation du terrain en propriété agricole. Quant à elle, est vendue en juin 1791 et sert de carrière de pierre. Elle devient cependant au XIXe siècle la propriété de la famille Tissot et notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle du peintre James Tissot. On lui doit la sauvegarde du site puisque, comme vous pouvez le voir sur les photographies, il remet en état le site de l'abbaye, avec notamment en faisant par exemple dégager les ruines de la végétation, comme vous pouvez le voir sur la photographie de gauche, ou en faisant remonter les pierres de l'église à l'emplacement qu'il suppose être le bon. Évidemment, dans le cadre de nos recherches, la critique d'authenticité quant à l'emplacement de ces pierres est en cours. Cela va de soi. James Tissot est un passionné d'histoire et pourrait donc faire partie de ces érudits qui nous intéressent dans le cadre de cette journée d'études. Cependant, la démarche de James Tissot est plutôt révélatrice du courant romantique du XIXe siècle, de cet intérêt romantique du XIXe pour le patrimoine médiéval. Et ce n'est pas encore à proprement parler une démarche scientifique, dirons-nous, qui pourrait être à l'origine de nos disciplines actuelles. Le véritable projet du peintre est en réalité de transformer le domaine selon la mode britannique du XIXe siècle. Il fait donc faire des allées et des pièces d'eau dans le parc. Il change la ferme de l'abbaye en manoir de style anglais. Il fait construire un cottage dans le moulin et va même jusqu'à faire construire une tour d'esprit médiéval qu'il laisse inachevée pour lui donner cet aspect romantique de ruine. Je montre ici une photographie de cette tour qui est toujours visible sur le Yémen, construite au XIXe et laissée volontairement inachevée. C'est pourquoi cette communication se propose plutôt de s'intéresser aux 2 autres abbayes du corps de Cherlieu et d'Assé, qui, chacune à leur manière, témoignent de la naissance de cet intérêt pour le patrimoine médiéval. Elle voit en effet agir des érudits, passionnés ou professionnels, qui sont bien insérés dans des sociétés savantes locales et qui œuvrent pour la sauvegarde et la connaissance des sites. À Cherlieu, dans le cadre de la disparition progressive des vestiges, et à Assé, dans le cadre des restaurations de la fin du XIXe. Ces 2 situations nous permettent d'aborder de façon transversale les différents thèmes proposés pour cette journée d'études. L'abbaye Notre-Dame de Cherlieu, tout d'abord,
est vendu comme bien national le 14 juin 1791. L'église abbatiale sert jusqu'en 1793 d'église paroissiale, puis est finalement vendue à son tour en août 1787. L'ensemble du monastère sert alors de carrière de pierre, notamment pour les habitants des villages voisins. Des témoignages ainsi que des vues d'artistes et d'intellectuels du 19e nous permettent de suivre la disparition progressive des édifices, et notamment de l'église. Alors, par exemple, sur cette lithographie par Pointurier d'après les dessins de Lenné, datés de 1827, il nous est possible de voir qu'il reste de l'église le bras nord, une grande partie du bras nord du transept, les trois travées orientales, les plus orientales de la nef, ainsi que des ruines du portail. En 1842, par le relevé de l'architecte de Delier, on constate qu'il ne reste que les deux travées du mur occidental du bras nord du transept, ainsi que l'amorce de la troisième travée. Et enfin, sur cette photographie de 1884, on constate que les vestiges de l'église en sont au même stade qu'ils le sont encore aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement les deux travées du mur occidental du bras nord du transept. La dégradation de cette église attire rapidement le regard d'érudits qui sont insérés dans des sociétés savantes locales. Le docteur Pravernon, tout d'abord, qui rédige en 1820 ou 1821 un mémoire sur les antiquités des cantons de Jussey, de Vitré et Combrepotaine, dans lequel il qualifie l'église de Charlieu de monument religieux le plus remarquable de nos cantons, comme vous pouvez le voir sur la citation. Ce mémoire ne concerne pas uniquement l'abbaye de Charlieu, cela va de soi, mais on y trouve un historique de cette abbaye, ainsi qu'une description des bâtiments, et le docteur Pravernon y ajoute un croquis des ruines du portail. On a dans ce mémoire déjà cette idée, une première volonté de conserver les ruines restantes de l'église de Charlieu comme témoignage du passé. Alors je vous lis la citation en question. On a rejeté ce genre, mais on ne peut se défendre d'admirer avec étonnement les travaux qu'ont nécessité ces murs et ces voûtes indestructibles, l'adresse et la patience employées à décorer les portiques et les fenêtres, structure aussi légère que les feuillages qui avaient couvert les premiers étages. Laissons le genre gothique, mais conservons ce qui nous reste, au moins comme souvenir de l'esprit et des sentiments de nos ancêtres, pieux sentiments qui semblent saisir encore celui qui visite ces monuments. Nous avons donc déjà ce témoignage de cette volonté. Et à la fin des années 1830, le docteur Pravernon se voit confier la présidence de la commission d'archéologie lors de sa création au sein de la Société d'agriculture, lettres, sciences et arts du département de la Haute-Saône. Nous avons donc déjà un personnage qui est inséré dans ces sociétés savantes. Par la suite, deux hommes d'église et érudits locaux rédigent des mémoires sur l'abbaye de Charlieu, Monseigneur Louis Besson et l'abbé Pierre-François Châtelet, qui sont tous deux membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. C'est sur ce second que nous souhaiterions nous attarder, car c'est lui qui œuvre véritablement pour la sauvegarde du site et qui pose les fondements de l'étude des bâtiments comme nous les connaissons, selon la démarche que nous connaissons aujourd'hui. Il naît en 1819 à Charlieu-les-Montigny. Voir ici la photographie que je vous ai montrée tout à l'heure pour suivre la dégradation des ruines. L'homme, le prêtre que nous voyons assis sur les gravats au pied des ruines est en fait l'abbé Châtelet. Il est expliqué dans sa notice sur les ruines de Charlieu que ces ruines sont à l'origine de sa vocation de prêtre. Il prête ses notes sur le site en 1846 à Monseigneur Besson pour la rédaction de son mémoire historique et il rédige ensuite les monuments de l'abbaye de Charlieu en Haute-Saône qui se veut un complément archéologique à l'ouvrage de Monseigneur Besson. Je reviens sur la slide précédente pour la seconde citation, puisque le projet de l'abbé Châtelet
tout comme de Monseigneur Besson avant lui, et d'écrire l'histoire de ce site dans le cas où le site serait amené à disparaître. La citation le dit, 2 membres de l'Académie, c'est-à-dire Monseigneur Besson et lui-même, après avoir tenté de conserver ce dernier fragment d'une église qui fut Saint-Denis de la Franche-Comté, on pensait qu'à défaut d'un résultat douteux encore, il était essentiel d'en assurer au moins le souvenir. Ici, une démarche qui est assez proche des métiers du patrimoine aujourd'hui, et notamment, par exemple, de la démarche de l'archéologie préventive. À défaut de pouvoir conserver le site lui-même, on doit en conserver la connaissance. On se lance dans cette démarche, c'est que l'histoire de Cherlieu au XIXe siècle témoigne, illustre des débuts de la politique des monuments historiques et de ses tâtonnements. Denis Grisel, dans son article sur les monuments historiques au milieu du XIXe siècle, reprend bien les différentes turbulences administratives connues par Cherlieu tout au long du XIXe et du XXe siècle pour obtenir son classement. Mais nous pouvons ici donner quelques exemples de ces étapes. En 1840, par exemple, le conseil d'arrondissement de Vesoul, sur l'intervention du docteur Prabernon, fait la demande d'une allocation de 500 francs au conseil général de la Haute-Saône pour pouvoir sauver les dernières travées de l'église. Cette demande est refusée sous prétexte que l'abbaye est trop récente. Le conseil général la pense du XVIIe siècle, et sous prétexte également qu'elle ne présente aucun intérêt artistique. Cette idée d'intérêt artistique se retrouve dans le rapport d'un architecte départemental nommé, qui est envoyé sur le site en juillet 1842 par le préfet pour décider de l'intérêt de sauvegarder le site ou non. La citation nous dit: en présence de cet ensemble de ruines, l'esprit peut se complaire à rattacher à ces nombreux débris l'intérêt que font naître les souvenirs historiques de cette célèbre abbaye, et sous l'impression de ces souvenirs, il pourrait peut-être arriver que le sentiment illusion sur la valeur artistique et le mérite que présentent ces ruines elles-mêmes. Mais en les examinant attentivement, en recherchant quel pourrait être l'intérêt pour les sciences et les arts de les conserver dans l'état où elles sont, en supposant même qu'elles puissent l'être, alors les premières impressions se calment, se refroidissent, et on ne voit plus que des amas de matériaux, quelques pans de murailles isolés, des formes d'architecture simples, reproduites 1000 fois et n'apprenant rien de nouveau. C'est en vain que l'on cherche des objets d'art, des morceaux de sculpture remarquables, on ne trouve rien, rien qui puisse exciter un vif intérêt. L'architecte conclut donc dans ce rapport à la possibilité de détruire le site en prélevant uniquement les quelques pierres qui pourraient présenter un intérêt artistique. On touche donc ici certaines des difficultés que peuvent connaître les vestiges de Cherlieu en ce début de politique de protection des monuments historiques. Ajoutons à cela que le site de Cherlieu est morcelé entre différents propriétaires, ce qui rend plus difficile la possibilité d'agir pour la sauvegarde du site, puisqu'il faut l'accord de tous les propriétaires. Les ruines sont finalement inscrites sur la liste des monuments historiques en 1862, puis déclassées en 1903, à la demande du propriétaire des ruines. Elles sont réinscrites à l'inventaire supplémentaire en 1929, puis à nouveau radiées en 1933. Le propriétaire obtient d'ailleurs le droit en 1934 de faire démolir le mur restant, à la seule condition qu'il fasse transporter les quelques pierres exceptionnelles au musée de Besançon. Il faut finalement attendre 1984 pour que le site soit à nouveau classé, et il l'est toujours aujourd'hui. Nous avons donc avec Cherlieu un exemple de la naissance d'un intérêt pour le patrimoine médiéval à travers les réactions des érudits locaux, mais qui se heurtent à la politique et aux milieux officiels des monuments historiques, ainsi qu'aux intérêts particuliers des propriétaires. Le second cas dont nous souhaitons parler aujourd'hui est celui de l'abbaye d'Assé, qui est vendue comme bien national en décembre 1790. Elle devait à l'origine servir de carrière de pierre, et ce n'est finalement pas le cas. Elle change plusieurs fois de propriétaire au cours du XIXe siècle et accueille différentes communautés religieuses.
jusqu'à l'arrivée en avril 1873 d'une communauté trappiste sous le patronage de l'abbaye d'Aiguebelle, qui est une abbaye cistercienne, l'abbaye trappiste en Drôme actuelle. La survie un peu exceptionnelle de cette abbaye qui n'a pas été démolie a évidemment attiré le regard de ces érudits locaux. Par exemple, Jules Gauthier, que l'on a vu terminer l'ouvrage de l'abbé Châtelet sur Charlieu, a écrit sur Assé l'église et les monuments de l'abbaye cistercienne d'Assé, paru en 1895 dans le bulletin de l'Académie de Besançon. Mais c'est ici un autre aspect que les écrits des érudits qui nous intéressent pour l'abbaye d'Assé, puisque lorsque la nouvelle communauté arrive en 1873, il y a une volonté de réhabiliter les bâtiments, notamment l'église, qui a particulièrement souffert d'un manque d'entretien durant tout le XIXe siècle. La réfection de l'église se fait en plusieurs campagnes, entre 1876 et 1911, et c'est la première fois dans l'histoire d'Assé qu'on voit apparaître dans ces archives de travaux une volonté de respecter le parti architectural du bâtiment d'origine. Au XVIIIe siècle, par exemple, les travaux qui avaient été menés à Assé proposaient de mettre l'église au goût du jour, ce qui ici n'est pas le cas. Nous avons donc un changement de mentalité en cette fin du XIXe siècle. Cette démarche est le fruit de différents acteurs. La communauté monastique, tout d'abord, pour qui il s'agit en fait d'un symbole. Il s'agit de faire renaître la vie monastique à Assé, et pour cela, il faut la faire renaître sous la forme qu'elle connaissait avant la Révolution et même au moment de sa fondation. Et donc, pour cela, il faut faire revivre l'église d'origine. Mais cette démarche est accompagnée surtout de l'action de deux architectes de Besançon, auxquels on fait appel pour ces campagnes de travaux. Tout d'abord Alfred Ducas, puis Camille Célard. Et il est ici intéressant de noter que ces deux professionnels sont eux-mêmes bien insérés dans les sociétés savantes locales, puisqu'ils y publient des rapports sur les travaux qu'ils mènent à Assé. Alors, dans un premier temps, Alfred Ducas, qui se charge de la réfection de l'abside et du chœur entre 1876 et 1880. Il avait déjà manifesté son intérêt pour l'édifice, puisqu'il avait décrit l'état d'abandon de l'église durant le XIXe siècle dans une communication à la Société d'émulation du Doubs en 1868. Il qualifiait alors l'église d'un des monuments les plus intéressants du pays. Donc là, évidemment, nous avons un parallèle avec Charlieu, deux monuments particulièrement remarquables a priori. Il avait également écrit au vicaire général en janvier 1869 pour lui demander, pour exprimer le souhait de voir revenir dans les lieux une communauté religieuse qui empêcherait la ruine de l'église. C'est donc naturellement vers lui que le vicaire général se tourne en 1876 lorsqu'il s'agit de procéder à la restauration de l'église. Cette démarche que nous qualifions d'intérêt pour le patrimoine médiéval se fait sentir dans la correspondance d'Alfred Ducas avec le vicaire général et avec le prieur d'Assé. Cette correspondance est conservée à l'abbaye d'Assé. Par exemple, cette lettre datée du 21 septembre 1869, dans laquelle il est question du parti architectural à suivre pour les plans de l'abside et notamment pour la disposition des fenêtres. On peut y lire les plans que j'ai vus pour des églises cisterciennes indiqueraient 3 fenêtres placées sur un même niveau. Mais il faut dire que cette même disposition était appliquée pour le transept. À Assé, au contraire, le transept ainsi que les 4 chapelles qui l'accompagnent ont leurs 3 ouvertures groupées comme si à côté. Alors, comme si à côté fait référence à un petit dessin qu'il a lui-même réalisé dans sa lettre, où l'on voit les fenêtres disposées en triplet. On a donc ici, avec Alfred Ducas, la mise en place d'une démarche de recherche avant de procéder à la restauration, où il compare avec d'autres plans, d'autres élévations d'églises cisterciennes de la même époque qu'Assé pour essayer de retrouver ce qui pouvait correspondre au bâtiment d'origine.
On a ici les plans pour la reconstruction de l'abside de l'abbaye d'Assé. Donc il y en a plusieurs, je vous en montre un en exemple. Ils sont conservés aux archives de l'abbaye d'Assé également. Et on voit sur ces plans des petites notes manuscrites à gauche sur lesquelles on retrouve cet intérêt pour le respect du bâtiment d'origine et pour un respect d'une certaine homogénéité du bâtiment. On y lit par exemple, l'appareil des fenêtres sera analogue à celui des fenêtres des chapelles. Le cordon placé au-dessus du premier rang des fenêtres, ainsi que les têtes des contreforts, la corniche, etc., seront semblables à ce qui existe déjà. Nous avons donc, avec Alfred Ducas, des recherches qui sont menées à partir d'autres édifices, à partir de plans, et à partir des vestiges eux-mêmes de l'abbaye d'Assé, des murs encore en élévation, pour essayer de retrouver le parti primitif. Une préoccupation que l'on retrouve lors des 2 campagnes suivantes de travaux à partir de 1898, cette fois-ci sous la direction de Camille Cellard. Il s'attelle, puisque Alfred Ducas s'était occupé particulièrement de l'abside et du chœur, il s'attelle au reste de l'édifice ici, et il fait par exemple préparer la toiture, réaliser le crépi et les joints des murs, rétablir 2 lobes de la rosace du chœur qui avaient été bouchés, retailler des socles de colonnes, des chapiteaux et des corniches pour remplacer ceux qui étaient en mauvais état. Pour cela, il fait lui-même des recherches à partir de ce qu'il voit dans l'église d'Assé. Il cherche à imiter la mode des natures d'origine et il travaille également sur les matériaux et sur les motifs, notamment par exemple pour les vitraux, les tuiles du toit et le carrelage de l'église. Il étudie par exemple des morceaux de carreaux de pavement anciens qui ont été retrouvés à Assé et il essaye de reproduire à la fois les motifs, les matériaux pour respecter l'édifice et rester dans l'esprit de l'édifice. Il écrit d'ailleurs en 1907 un ouvrage sur ses recherches au sujet du carrelage, dans lequel on peut lire « Je vous dirai simplement, pour rassurer les esprits que le mot que je viens de prononcer, de restauration, pourrait mettre dans l'inquiétude, que l'intention du révérend Père Émile et la mienne était simplement de reconstituer, en évitant d'introduire dans cette reconstitution tout élément fantaisiste. » Cet article a été publié dans le bulletin de la Société d'agriculture, lettres, sciences et arts du département de la Haute-Saône. Donc, encore une fois, on voit cette insertion de ces professionnels dans les milieux savants de l'époque. Il faut bien reconnaître, dans le cas d'Alfred Ducas comme dans le cas de Camille Cellard, que les propositions, les solutions architecturales apportées pour la restitution de l'église sont globalement cohérentes, sont fidèles au bâtiment d'origine. Et cette démarche de recherche avant d'effectuer des travaux s'apparente à celle que l'on retrouve à Assé à partir de 1945, c'est-à-dire à partir du moment de l'inscription de l'église sur la liste des monuments historiques. Et donc une démarche assez proche de celle adoptée par les monuments historiques par la suite. Il semblerait, dans le cas de Cellard, que le seul élément fantaisiste de sa démarche soit la création d'un triforium dans le mur oriental du bras nord du transept. Triforium qui n'a pas lieu d'être, puisque dans le bras sud, nous avons juste une baie simple, une baie en plein cintre qui ouvre sur les combles des chapelles. On a peut-être ici un seul élément un peu fantaisiste qu'on ne s'explique pas bien, peut-être encore une part de Moyen-Âge fantasmé. Mais c'est sûrement la seule chose qu'on puisse reprocher à cette démarche. Nous avons donc, avec ces 2 abbayes, des exemples de l'intérêt naissant pour le patrimoine médiéval au XIXe siècle en Franche-Comté. Nous avons vu cet intérêt concerne avant tout des bâtiments remarquables. L'abbaye de Guyon a eu, durant toute son existence, une réputation de pauvreté. Quant à l'abbaye de Balerne, nous l'avons vu, son état avant même la Révolution n'a sûrement pas favorisé l'action des passionnés pour sa sauvegarde, alors qu'au contraire, à Cherlieu et à Assé, la disparition progressive du site de Cherlieu ou bien la nécessité
de reconstruire l'église d'Assé ont provoqué les réactions d'érudits et professionnels locaux qui œuvrent au sein de sociétés savantes et qui agissent pour la sauvegarde des bâtiments dans leur état médiéval. Leurs méthodes de recherche sont annonciatrices de celles employées aujourd'hui dans les milieux du patrimoine, puisqu'ils font des recherches dans les archives, ils étudient les vestiges, ils réalisent des relevés, des croquis, et on constate que ces méthodes portent leurs fruits, elles sont assez cohérentes pour la connaissance et la sauvegarde, la reconstruction des bâtiments. Leur démarche de connaissance, pour que l'idée de connaître le bâtiment à défaut de pouvoir le sauver, ou bien de le connaître pour pouvoir le reconstruire fidèlement, rappelle évidemment les enjeux modernes de l'archéologie et des monuments historiques aujourd'hui. Cette prise de conscience par ces érudits de l'intérêt du patrimoine médiéval se heurte cependant encore au milieu officiel, comme nous l'avons vu notamment pour le cas de Cherlieu, qui ne saisissent pas encore la valeur de ces édifices, cherchent uniquement des projets ayant un intérêt artistique particulier. Et ces savants se heurtent aussi parfois aux propriétaires dont les intérêts ne vont pas toujours dans le sens de la préservation des vestiges. Je vous ai mis ici la bibliographie et sources principales, notamment les écrits du 19e de ces érudits sur nos deux bâtiments. Je vous remercie de votre attention.